Voilà, première partie, donc on revient sur cette conjoncture économique. Vous l'avez souhaité, Président, vous-même. On va écouter Nicolas Bouzou nous donner un peu cet aperçu, son regard sur tout ce que nous avons vécu et sur ce qui nous attend aussi quand même. On n'est pas seulement évidemment sur le constat et le bilan. Et puis vous-même, quand vous le souhaiterez, avec vous, on verra comment cela se rapporte à nos chiffres ici dans l'Essonne. Nicolas Bouzou, eh bien allons-y. Ce qui s'est passé, comment le qualifiez-vous ? Et partez-vous d'une situation mondiale pour arriver sur la France ou plutôt d'emblée ce qu'a vécu notre pays? Oui, alors, comme exemple déjà, d'autres. bonsoir à toutes et tous. Moi, mon idée, c'est que quand on regardera ce qui s'est passé dans quelques siècles, parce qu'on le regardera dans quelques siècles, ce que nous avons connu est d'une gravité tout à fait exceptionnelle, on se dira, je parle là justement du niveau mondial, hein, que cette crise a été exceptionnellement bien gérée. Voilà. Elle a été remarquablement bien gérée sur le plan philosophique. On a tout de suite voulu protéger les plus faibles d'entre nous, quitte d'ailleurs à en subir un coût économique très important. Elle a été bien gérée sur le plan sanitaire. On a eu des vaccins incroyablement efficaces 1 an après le début de la crise. Et elle a été, c'est le point évidemment central pour notre conversation ce soir, plutôt bien gérée du point de vue économique parce que, on va parler de la France dans quelques instants, mais dans la plupart des pays au monde, on a souhaité protéger les entreprises, protéger les gens, hein, protéger les ménages, protéger les salariés, avec une idée qui était une idée extrêmement juste du point de vue intellectuel, alors qui a été tout à fait justifiée du point de vue moral, mais qui en plus était juste du point de vue intellectuel, qui était de dire cette crise n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire qui a des conséquences économiques. Et donc c'est tout à fait différent. Quand vous êtes dans une crise économique du type celle de 2008, ce que je vais dire est terrible et c'est difficile à défendre dans le débat public, mais qu'il y ait des entreprises qui disparaissent est normal et d'une certaine façon, c'est même une nécessité parce que les faillites d'entreprises, malheureusement, c'est très pénible, mais ça joue un rôle dans le capitalisme de réallocation des facteurs de production. Donc quand vous êtes dans une crise économique endogène, pour parler comme un technocrate, il faut quand même qu'il y ait des faillites. Mais là, on n'était pas du tout là-dedans. On était dans une crise sanitaire qui n'avait absolument rien d'économique. C'était pas de la faute du restaurant en face de chez moi ou en face de la CCI. Si il y a une crise sanitaire et s'il a été obligé de fermer ou si on lui a demandé de fermer. Donc, on avait besoin de le protéger pour être sûr qu'il serait là au moment de la reprise. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on l'a fait dans la plupart des pays du monde, alors sous des modalités différentes. Il y a des pays où on n'a pas fait de chômage partiel, mais on a versé directement de l'argent aux gens, aux États-Unis par exemple. Il y a des pays où on a soutenu les entreprises plutôt par des subventions que par des prêts bancaires, comme on l'a fait en France. Mais en tout cas, cette idée de protéger l'économie, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire au maximum. Le résultat de tout cela, c'est que la récession mondiale l'année dernière, elle a été de 2%. Alors 2%, on n'avait pas eu de récession mondiale depuis très longtemps, mais vu la gravité de la crise, je dirais qu'on a limité les dégâts, pardonnez-moi de parler vulgairement, et on a eu une reprise relativement rapide en Chine et aux États-Unis, avec, et ça c'est un point que je soulignais, c'est très important pour nos débats, y compris nos débats de politique publique ces prochaines années, avec une accélération considérable de l'innovation. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle a attisé la compétition entre la Chine et les États-Unis. Et cette compétition se fait beaucoup par l'innovation. Ça a été très peu dit, mais dans les 4 plans de relance Biden aux États-Unis, vous avez eu une loi qui a été passée par un sénateur américain qui met en place une subvention de 250 milliards de dollars à la recherche et développement aux États-Unis. Oui. Le budget de la DARPA, cette fameuse agence d'innovation qu'on essaie à juste titre d'imiter en Europe, le budget de la DARPA, à la faveur de la crise, a été doublé. Pas été augmenté de 20%, il a été doublé. Ils n'ont pas hésité. Oui. Et le plan quinquennal chinois, c'est à peu près la même chose. Oui. La Chine, et je m'arrête juste là, mais la Chine investit 6% de son PIB en R&D tous les ans, les Américains 3%. Alors les Chinois, évidemment, partent de moins haut que les Américains, mais vous voyez qu'en fait, aucun
ne veut se laisser dépasser. Et donc ça, c'est un booster extraordinaire de l'innovation au niveau mondial. Et le simple fait, d'ailleurs, vous l'avez dit, que les vaccins aient été trouvés aussi rapidement montre aussi le dynamisme de l'innovation, notamment dans le domaine de la santé. On va y revenir avec l'un de nos invités tout à l'heure. Oui. Alors, si l'on revient maintenant, le choc quand même immense pour beaucoup d'entre nous, y compris pour les entreprises, a été de voir la dépendance économique de nos entreprises, même lorsqu'elles allaient bien, à quel point elles sont dépendantes de l'étranger et de l'extérieur, à commencer bien sûr par l'Asie. Ça a été un choc pour vous aussi, pour vous analystes, quand on a tous découvert à quel point on dépendait, je commence par les masques, mais par bien d'autres choses. Oui, bien sûr, mais je dirais qu'on le savait théoriquement, puisqu'on a souvent parlé avec vous ici de la désindustrialisation, par exemple. Ce n'est pas quelque chose que l'on a découvert avec la crise, mais simplement, disons que ça a été concrètement révélé avec la crise, c'est-à-dire qu'on a vu les problèmes extrêmement concrets que ça pouvait générer. Je vous cite juste une anecdote qui restera pour toute ma vie. Lors de la première réunion des économistes autour de Bruno Le Maire, nous avons eu un exposé d'un économiste de Bercy sur le secteur automobile. Et en fait, on s'est rendu compte que la totalité des pédales de frein qui étaient utilisées sur les sites de production français étaient produites quasiment sur le même site en Chine. Et donc, on pouvait toujours continuer de faire des voitures, mais que des voitures sans pédales de frein, c'était quand même dangereux. Alors, certes, il y a les voitures électriques où il n'y a pas de frein, mais enfin bon, ça doit représenter encore 5% du parc automobile, donc c'est pas suffisant. Donc, on a vu ça, et voilà. Et après, donc, la crise a révélé ce genre de choses. Ouais. Mais d'une certaine façon, la crise... Là, je trouve que c'est l'un du sujet sur lequel on a pris conscience du problème et on essaie quand même de le corriger, à la fois du côté public et du côté privé. Le plan France Relance, que j'ai beaucoup soutenu, que je trouve très bien, il vise quand même à... Notamment, c'est quand même une tentative de réindustrialisation de la France, et je pense qu'il est plutôt bien faite. Et le plan d'investissement qu'annoncera le président de la République dans quelques semaines va à peu près dans la même direction. Mais chez vous aussi, dans les entreprises et les grandes entreprises, on voit quand même depuis un an un effort majeur pas forcément de relocalisation, mais de diversification des approvisionnements. L'idée étant de se dire, les pédales de frein, on va peut-être pas les faire tout de suite parce qu'on ne sait pas bien le faire, etc. Mais par contre, plutôt que de les importer uniquement de l'usine de Wuhan, il y a une usine en Pologne qui pourrait le faire, on va quand même aider l'usine polonaise à le faire. Et on ne va pas prendre de tels risques. On gagne en résilience à la faveur de la crise. Didier Desnuges, si l'on revient un peu, donc la reprise est là, nous dit Nicolas Bouzou, même assez rapidement. C'est une heureuse nouvelle, peut-être pas surprise d'ailleurs, mais en tout cas c'est une heureuse nouvelle. C'est un fait. Vous le confirmez d'ailleurs dans l'Essonne, rapidement peut-être, avec quelques chiffres. Bien sûr, il y a eu des défaillances, mais pas tant que ça. Oui, non, pas tant de ça. Une baisse importante des radiations d'entreprise, et on le comprend, et Nicolas Bouzou nous a expliqué pourquoi. Bien sûr, et là je dois souligner également le travail important du tribunal de commerce sur les mesures de sauvegarde qui sont quelquefois méconnues, mais qui sont importantes pour pouvoir sauver les entreprises à ce niveau-là. Une dynamique, effectivement, en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, puisqu'on a une baisse de 9% du nombre de demandeurs d'emploi au deuxième trimestre 2020. Et on a une tendance qui est même accentuée en descente, avec une diminution de 11,5% sur la même période. Concernant disons l'activité économique du département, là aussi on peut considérer que c'est un département qui est dynamique. La Banque de France, je parle sous le contrôle de Dominique Calvet, qui est président de la salle, prévoyait un taux de chômage de 9,2 pour l'année 2021 au niveau national. Il est pour l'instant de 7,7% au niveau régional, 7% au niveau du département. Et encore beaucoup plus important sur le premier trimestre. L'emploi salarié a même progressé de 0,3% en Essonne. Oui. Donc on est sur un département dynamique. Avec un point important, et on y arrive, d'ailleurs Nicolas Bouzou l'a un tout petit peu effleuré, on se retrouve même devant une pénurie de main-d'œuvre. On l'a tous noté dans les actualités récentes, dans les informations récentes. Beaucoup d'entreprises, et je crois que c'est aussi le cas dans l'Essonne, vous allez peut-être nous le dire, font remarquer que oui, problème de main-d'œuvre, alors peut-être de formation aussi, on y reviendra dans notre deuxième table ronde. Nicolas Bouzou, c'est un des points que vous retenez de cette reprise aujourd'hui. Oui, alors déjà quand même, pour voir le verre à moitié plein, s'il y a 18 mois,
on m'avait dit, dans 18 mois, le principal problème de l'économie française, ce sera les pénuries de main-d'œuvre, mais j'aurais signé tout de suite. Oui, vous auriez été très surpris. Ouais. Enfin, en tout cas, j'aurais signé. Voilà. Oui. Mais ces pénuries de main-d'œuvre, elles existent et elles sont un problème pour vous. Mais vous le voyez comme un bon signe. Non, mais je le vois. En fait, ce que vous voyez dans l'Essonne est quand même assez vrai à l'échelle d'autres territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a plus d'emplois salariés dans le secteur privé que fin 2019. C'est quand même remarquable. On critique souvent la France, on a raison, on critique souvent l'État, on a raison, mais là, force est de constater que le quoi qu'il en coûte a été bien pensé et bien exécuté. Qu'il a coûté cher, évidemment, mais pour un bon résultat. Peu de faillites, le chômage est revenu à son niveau d'avant-crise et le pouvoir d'achat de la plupart des gens, pas de tout le monde, pas des étudiants, pas des professions libérales, mais des salariés en tout cas, a été préservé. Donc ça a été une bonne politique, une politique efficace et bien menée, notamment par les administrations de Bercy et par le ministère du Travail. Nous sortons de cette crise avec encore plus de pénurie de main-d'œuvre qu'à l'entrée parce que nous avons perdu beaucoup de monde dans cette crise. Dans tous les secteurs, il y a des gens qui sont partis. On ne sait pas trop où d'ailleurs, c'est pas encore. Non, mais c'est pas encore parfaitement documenté. Non, mais ils ne sont pas tous revenus. Je prends un exemple, parce que j'ai eu cette conversation avec lui il y a quelques jours. Sébastien Vazin me dit qu'il a perdu 25% des effectifs d'accord. Bon, c'est quand même absolument stupéfiant. Bon, donc on ne sait pas trop où ces gens sont partis. Les pénuries de matières premières vous inquiètent beaucoup, mais moi elles m'inquiètent moins parce qu'elles vont quand même s'arranger avec le temps. On voit déjà d'ailleurs que sur certains marchés de matières premières, les prix commencent à baisser. Les problèmes de biens intermédiaires comme les semi-conducteurs, ce sera plus compliqué, mais à la fin de l'année, on aura quand même beaucoup de semi-conducteurs parce qu'on en produit énormément aujourd'hui. C'est comme les masques, on en a manqué au début, maintenant on en a plein. Les semi-conducteurs, c'est pareil. En revanche, pour vos entreprises, recruter des gens, ça prend un peu plus de temps. Raison pour laquelle je pense que le gouvernement a eu raison finalement d'appliquer la réforme de l'assurance chômage tout de suite. Voilà, je sais que c'est une réforme qui est discutée, etc. Mais bon, je pense qu'on a raison de le faire. Le marché du travail est tendu. Il faut un peu restreindre l'accès à l'assurance chômage. Deuxième chose, je pense que, évidemment, il faut faire des choses en matière de formation professionnelle, il faut former des gens. Moi, j'ai proposé de flécher, par exemple, l'argent du compte formation, peut-être un peu plus vers les métiers en tension, parce que j'ai beaucoup soutenu la réforme de la formation professionnelle. Je pense que le compte personnel formation, c'est super. Je voulais une réforme libérale, elle est très libérale. Elle est peut-être un peu trop, dans la mesure où voilà, les gens se forment, c'est très bien. Moi, je connais très bien ça. Hein. Ma femme est dans l'artisanat, elle est vitrailliste, donc un marché sur lequel il n'y a pas de demande. On forme plein de vitraillistes, qui vont du coup former d'autres vitraillistes. On fait une pyramide de Ponzi. Bon, bref. Voilà. Tout ça doit être un peu amélioré. Je m'en étrangle. Je pense que il faut, c'est ce que disait François Asselin l'autre jour dans la presse, mieux cibler, puis carrément vous mettre dans vos entreprises des gens que vous allez former rapidement. Je crois que c'est surtout ça. Je pense que vous êtes dans l'urgence, vous savez former. Alors peut-être pas donner des formations académiques, mais c'est pas grave. Et donc, je pense qu'il faut vous proposer cette possibilité-là. Le temps que vous puissiez boire, Didier Desnus, d'accord avec cela. On va y revenir d'ailleurs sur la seconde table ronde parce que je sais que nos deux invités, chefs d'entreprise, connaissent cette question de la formation qui est parfois difficile. Ensuite, vous nous dites les entreprises, oui, ont plutôt bien résisté, beaucoup grâce aux aides, évidemment, de l'État. Alors, deux questions. L'État s'est endetté un peu plus, on va y revenir, et là-dessus, vous avez sûrement un avis. Et les entreprises, quand même, se sont, pour beaucoup d'entre elles, endettées. Didier Desnus, d'abord, dans l'Essonne. Je voudrais juste avoir l'avis de Nicolas Bauzy sur justement l'endettement des entreprises, puisque, effectivement, les entreprises se sont endettées, mais les fonds garantis par l'État et toutes les mesures qui ont été mises en place font que je dirais l'endettement net est moins élevé qu'avant crise. A été contenu, oui. Donc, moins élevé qu'avant crise. Donc ça peut être effectivement une opportunité pour l'après-crise. Donc on en parlera tout à l'heure. Je pense que le rebond, il va être fort, il va être très fort. Il va y avoir besoin de financement et cette réserve qui a été créée, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc effectivement, l'État a mis la main à la poche, largement. J'ai quelques chiffres à vous donner sur le plan départemental, sous contrôle de Philippe Coupard et de Philippe Dufresnoy. Et j'en profite pour saluer monsieur le préfet qui vient de nous arriver et qui s'est excusé parce qu'il avait d'autres obligations. Et je vous remercie d'être présent. Donc le fonds de solidarité, c'est plus de 430 millions pour 150 000 aides accordées.
Donc on est sur la bonne moyenne, hein. Je crois que c'est à peu près ça sur le plan national. Les prêts garantis par l'État, on est sur 2 milliards pour 10 000 entreprises. L'aide aux artisans commerçants, c'est 12 millions pour 15 000 aides accordées. Alors bien entendu aussi, hein, les 62 millions d'heures, c'est bien ça, monsieur Philippe Coupard, je ne me trompe pas, de l'activité partielle qui ont été accordées. Là-dessus, il faut rajouter malgré tout aussi les aides, pas malgré tout, mais heureusement, les aides qui ont été accordées par la région. Hein. La région, c'est le fonds résilience, c'est 500 bénéficiaires pour 10 millions d'euros. 410 chèques numériques. Ça, les chèques numériques, c'est essentiellement pour les commerçants, pour se former au numérique. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, un prêt rebond à taux zéro à hauteur de 25 millions. Donc, des chiffres qui font tourner la tête et dont on ne pouvait pas envisager cette importance avant crise. Mais on a pu le faire. Nicolas Bouzou, que mettez-vous en avant, l'endettement des entreprises ou l'endettement de l'État? Ou est-ce que l'un et l'autre Non, mais les deux, bon. Alors, concernant l'endettement des entreprises, en fait, je pense que les problèmes d'endettement vont être extrêmement sectorisés, parce que vous avez tout à fait raison de dire que l'endettement s'est envolé, hein, l'endettement des entreprises s'est envolé avec la crise, mais l'épargne liquide des entreprises, on le voit hein, dans les chiffres, et la Banque de France pourrait sans doute le confirmer, mais cette épargne au fonds liquide s'est aussi envolée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, moi je trouve ça très bien, certains à Bercy s'en inquiètent, mais vous voyez par exemple des restaurants ou des hôtels qui sont en train de faire plein de travaux. Alors c'est l'argent du PGE, c'était pas fait pour ça au début, mais à la limite, bon, si ils investissent un peu avec cet argent, je vois pas trop le problème, ça me paraît pas grave. Je pense quand même qu'il y a des opérateurs qui ont été moins aidés que les autres, par exemple certains grands acteurs du tourisme, par exemple, et qu'on n'échappera pas à des restructurations de dettes, et que, malgré tout, la problématique de l'endettement des entreprises, elle ne peut pas être complètement écartée, même si je suis d'accord avec vous, globalement, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Alors, concernant l'endettement de l'État, alors, premier argument par rapport à l'endettement de l'État, si on n'avait rien fait, de toute façon, on aurait la même dette aujourd'hui, hein, parce qu'on aurait eu tellement de faillites, tellement de chômage, etc., que la dette aurait explosé. Donc, on aurait le même niveau de dette sans avoir protégé les uns et les autres. Et d'ailleurs, je parlais des réunions autour du ministre de l'économie. En mars 2020, personne n'a eu l'idée de dire, tiens, ce serait peut-être quand même une bonne période pour essayer de gérer un peu mieux les finances publiques, etc. C'est absurde. Donc, on a donné de l'argent, on en a donné beaucoup. C'était la crise économique la plus grave depuis 80 ans, et donc on a eu parfaitement raison de le faire, et tous les pays l'ont fait. La France a un endettement public qui sera passé de 100 à 120% du PIB, mais les États-Unis aussi, l'Allemagne de 50 à 70. Alors évidemment, ils partaient de plus bas, mais grosso modo, on retrouve à peu près des augmentations de dette publique de la même ampleur dans tous les pays. Et alors, dans notre malheur qui a été grand ces 18 derniers mois, on a eu au moins une chance, c'est qu'on est entré dans cette crise dans un contexte financier de taux d'intérêt extrêmement faibles, voire nuls, voire à certaines périodes négatifs. Ce caractère très bas des taux d'intérêt ayant été encouragé par la Banque Centrale Européenne, qui a acheté énormément des obligations d'État émises pendant cette crise, à peu près 70% des obligations émises par les États de la zone euro pendant la crise. Et donc, il s'est passé quelque chose de très paradoxal du point de vue des finances publiques, c'est que plus le taux d'endettement a augmenté, plus la charge des intérêts de la dette publique, rapportée au PIB ou au budget d'État, peu importe, a diminué. Bon. Donc, on a de l'endettement, mais on est solvable. Ça veut dire que cet endettement, il est très lourd en sortie de crise, mais il est gérable à partir du moment où on est capable de le refinancer, c'est-à-dire à partir du moment où on a de la croissance. Donc, mon obsession absolue, c'est la vôtre en tant que dirigeant d'entreprise en sortie de crise, mais la nôtre en tant qu'économiste, mais que responsable public, que ça doit être vraiment la croissance économique. C'est vraiment ça. Et la croissance économique, c'est que deux choses. Il n'y a que deux choses pour la croissance économique. C'est le travail et l'innovation. La transpiration et l'inspiration. Sachant que l'inspiration est liée quand même souvent au fait qu'on transpire, donc on en revient beaucoup au travail. Bien sûr. Mais c'est ça qui va nous permettre de rembourser la dette publique. Bien sûr, Nicolas Bouzou, vous êtes applaudi, ça n'est pas surprenant. Il y a quand même la transition écologique, vous ne pouvez pas ne pas en parler. Absolument, mais alors, moi je considère justement que la transition écologique est une transition
extrêmement Qu'on peut coûteuse. vous opposer, parce on est que dans une période très politique, oui, comme chacun bien sûr. sait. Non, mais la transition écologique. Alors déjà, moi, je suis hyper précis sur les mots parce qu'on parle d'économie verte, etc. Mais il y a des gens, ils mettent l'écriture inclusive dans l'économie verte, donc c'est pas. C'est pour l'essentiel la décarbonation de l'économie. Donc déjà, si on le voit comme ça, on a un chemin. On émet dans le monde, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais à peu près 50 milliards de tonnes de CO2, enfin d'équivalent de tonnes de CO2 par an. Il faut passer de 51 milliards à 0 à 2050 en net. Zéro, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus rien, ça veut dire qu'on n'émet pas beaucoup et que ce qu'on émet, c'est récupéré par des capteurs de CO2, mieux, des arbres, etc. Surtout, bon, bref. Alors, comment on fait ça ? On fait ça très schématiquement, vraiment je schématise. On fait ça en électrifiant le plus grand nombre de choses possibles et en augmentant nos capacités d'électricité, mais d'électricité complètement décarbonée. Ça veut dire bien évidemment du renouvelable, c'est très bien, et ça veut dire beaucoup de nucléaire, de la 2e génération, 3e génération, jusqu'en visant la fission nucléaire dans très longtemps. Donc on voit quand même le chemin, mais ce que je voulais vous dire pour répondre à votre question, c'est que ça coûte cher, ça demande des investissements importants, ça demande donc des revenus importants, et ça demande donc de la croissance, énormément de croissance. Et n'en déplaise à Delphine Batho, qui est quelqu'un de tout à fait intéressant par ailleurs, mais en fait, il n'y aura de transition écologique que si nous sommes capables de générer de l'hypercroissance. Parce que cette transition écologique coûte très cher. Ceux qui pensent qu'on va y arriver par la décroissance, c'est ceux qui pensent que c'est facile, que le problème n'est pas très grave et qu'on va y aller à la cool. Ben non, vu ce que je vous ai dit, on ne va pas y aller à la cool. Il faudra énormément d'intelligence, énormément de moyens. C'est jouable et en plus la France, pour une fois, a des capacités en matière de, non pas simplement d'utilisation des technologies, mais de production des technologies. J'évoquais la question du nucléaire, mais c'est pas la seule, bien évidemment. Mais donc, ça demande, voilà, c'est pas de la volonté, bien sûr. De la volonté, et puis il faut y aller, il faut générer des revenus, il faudra investir massivement. L'augmentation des prix actuels des carburants, gaz en premier, vous préoccupe. Et puis vous dites, on a eu des taux d'intérêt très bas. Est-ce que cela peut durer ? C'est encore 2 questions de conjoncture. Oui, bien sûr. Importantes. Alors, elles sont très importantes. Sur les prix de carburant, de toute façon, je vais vous dire, il faut avoir le courage de dire les choses. On va mettre en place une taxe carbone en Europe. Aujourd'hui, le prix du carbone en Europe, je ne veux pas dire de bêtises, doit être à 60-70 euros ou dollars, quelque chose comme ça. Tous les climatologues qui regardent ça de très près nous disent qu'il faut aller à 100, et puis après à 150, et puis après à 200. Donc les prix des carburants, les prix du gaz, ça va augmenter de toute façon. C'est la raison pour laquelle il faut faire ce qu'on fait là, les chèques énergie, etc. C'est très bien. Sur la question des taux d'intérêt, écoutez, le consensus aujourd'hui, c'est de dire que les taux d'intérêt vont rester faibles parce qu'on n'a pas le choix, ce qui est vrai. Après, moi, je fais plutôt partie de ceux, ce qui est une façon de répondre à votre question, qui considèrent que l'inflation, pas tout de suite, pas les prix des carburants, mais l'inflation de moyen terme, portée par des augmentations de salaire, par exemple. Moi, je pense qu'il va y avoir des augmentations de salaire assez fortes dans tous les pays développés, portée par le fait qu'il n'y a pas de démondialisation, mais il y a une décélération, on va dire, du processus de mondialisation. Bref, des facteurs désinflationnistes qui existaient ces 20 dernières années sont plus là aujourd'hui. Et donc, je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'on peut avoir dans quelques années une inflation, pas à 2 chiffres bien évidemment, mais pas non plus comme ce que l'on a connu ces dernières années. Et donc ça peut un peu faire augmenter les taux d'intérêt. En tout cas, ça fait partie des nouveautés macroéconomiques qu'on pourrait connaître dans quelques années et qui seraient des conséquences de la crise. Exactement. Auquel on peut s'attendre, en tout cas. Didier Desnuet. C'est pour ça qu'il faut l'associer à une croissance forte. Voilà, bien évidemment. Mais en même temps, si vous avez beaucoup de croissance, si on est astucieux et qu'on a beaucoup de croissance et qu'on a un peu d'inflation et des salaires qui augmentent, voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus le tableau le plus catastrophique qu'on puisse imaginer. Encore un mot sur l'Essonne à ce sujet, Didier Desnuet. Oui, de toute façon, oui, la décarbonation, c'est effectivement important, mais il ne faudrait pas que l'écologie, telle qu'on nous la présente, soit uniquement punitive, mais qu'il faut qu'elle soit collaborative, qu'elle soit, je dirais, c'est un travail commun, de manière à ce que l'on avance ensemble et qu'il n'y ait pas que des freins financiers à l'évolution écologique. Avez-vous le sentiment que dans les entreprises de l'Essonne, que vous connaissez bien, c'est une préoccupation qui tout de même a pris une place
assez importante et même de manière peut-être assez rapide ces derniers temps. Question que je peux poser de façon plus générale à Nicolas aussi. Effectivement, c'est une préoccupation qui est prise difficile de faire sans, quoi. On peut plus. De plus en plus en compte et qui est prise par les nouvelles générations surtout et qui arrivent dans les entreprises et qui demandent font pression, et qui font une pression. Et donc, si le marché de l'emploi est tendu et si les jeunes générations poussent sur ce domaine, effectivement, le chef d'entreprise va être obligé de s'interroger. Nicolas, qui a déjà répondu en partie là-dessus. Le mouvement, il est enclenché de toute façon et il va accélérer. Mais les entreprises, y sont déjà en réalité. Alors, c'est la toute dernière question peut-être que je vais vous poser avant de demander à nos deux chefs d'entreprise de vous rejoindre pour Nicolas Bouzou, mais bien sûr avec les commentaires de Didier Desnus concernant l'Essonne. Donc, un plan de relance, c'est fait, hein, il est parti. On note, et c'est très intéressant ce que vous nous dites, que alors qu'on parle beaucoup d'une situation politique assez chaotique au plan international, au plan économique, et sur cette crise en particulier, vous nous dites, on a travaillé ensemble, collectivement, finalement, les États, en tout cas les grands États développés, se sont plutôt bien coordonnés et ont réussi à sauver la pire situation, en tout cas. Oui, parce que en fait, cette crise qui nous est tombée dessus, c'est de toute l'histoire de l'humanité, en fait, la première crise mondiale ultra rapide qui nous a tous touchés de la même façon. Et d'ailleurs, l'idée selon laquelle la Chine sort automatiquement gagnante de cette crise, en fait, j'en sais rien pour être tout à fait honnête avec vous, mais me semble un peu rapide. Je pense que c'est un peu une vision mécanique de voir les choses. Vous avez tout à l'heure parlé, c'est très intéressant, du vaccin. Les vaccins ARN messager, c'est quand même Pfizer-BioNTech, c'est une coproduction américano-allemande, quoi. Donc, et Moderna, c'est une entreprise américaine dirigée par un Français. Donc, et les vaccins chinois, ils marchent pas. Donc, et d'ailleurs, je me demande même, moi, je pense qu'il y aura un super coup géopolitique à faire avec la Chine, hein, au passage, en leur vendant des vaccins super chers. Donc, on dit voilà, nous on achète des vaccins. Bah oui, non, mais bien sûr, des vaccins qui marchent. Le Pfizer-BioNTech, je sais plus combien on l'achète, 15 ou 20 euros la dose, on vous le vend à 30 euros la dose parce que voilà. Et juste pour terminer sur cette question de la coopération internationale et des vaccins, il y a juste un point quand même qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que là on a l'impression qu'on est en train de sortir de la crise, ou en tout cas qu'on est en train d'entrer dans une phase moins aiguë de la crise, et ça c'est absolument formidable. Mais il ne faut pas oublier que cette crise elle est mondiale et que nous avons notamment en Afrique subsaharienne ou en Inde des pays qui sont des usines à variants, et donc dans notre propre intérêt, nous avons intérêt à les aider. Il y a une initiative que vous connaissez bien qui s'appelle COVAX, qui marche pas très bien parce que les pays développés ne sont pas motivés. Et je voudrais vraiment faire comprendre que notre meilleure façon de faire de la politique économique l'année dernière, c'était d'acheter des vaccins et de nous vacciner. C'est fait, ça a été fait, et la France a vraiment très bien réussi. Notre principal enjeu de politique économique à partir de l'année prochaine, c'est de donner nos vaccins, exactement, et de faire en sorte que les autres, et notamment les pays pauvres, puissent se vacciner. Et de les partager. Sans cynisme, c'est notre intérêt, bien compris. Absolument, exactement. Tout dernier point, on a parlé, donc le plan de relance, c'est fait, ça a été, et là je reviens sur la situation nationale. Ce plan d'investissement, qu'en attendez-vous? Car ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Le président Macron doit, comme vous l'avez dit, le présenter dans les semaines qui viennent. J'en attends beaucoup. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si ce sera expliqué comme ça par la majorité, mais le plan de relance, c'était un plan qui était très bien fait, qui utilisait la crise comme prétexte pour aider les entreprises à investir dans le numérique, dans les robots, dans l'intelligence artificielle, et puis aussi qui essayait d'adresser un certain nombre de problèmes qu'on aurait dû régler depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas réglés, comme la rénovation énergétique des bâtiments publics, etc. Donc ça, c'était le plan France Relance. Donc c'était bien. Le plan d'investissement tel que je l'ai compris dans mes discussions avec les uns et les autres, c'est autre chose. C'est l'idée selon laquelle il faut qu'on devienne aussi des producteurs de ces technologies. Et ça, c'est le sujet qui m'inquiète le plus. C'est qu'on commence à utiliser les technologies. Vous avez par exemple parlé de la numérisation des commerces. C'est très intéressant. On a fait des progrès avec la crise grâce aux chambres de commerce, grâce aux collectivités locales, grâce au pouvoir public. Donc c'est très bien. Mais c'est absolument indispensable. Il en reste à faire beaucoup. Mais ça, il en reste à faire beaucoup. Ça, c'est l'utilisation des technologies. Et là, on rattrape un peu notre retard. Mais en revanche, ce qui m'empêche de dormir, c'est que l'Europe ne produit pas de technologie. Il y avait la keynote d'Apple la semaine dernière, mais ça m'a empêché de dormir. Parce que non seulement il n'y a pas d'Apple européen, mais il n'y a pas d'Amazon européen, il n'y a pas d'Alibaba européen, il n'y a pas de Google européen, il n'y a pas de SpaceX européen, il n'y a pas de Tesla européen.
Voilà. Donc c'est beaucoup. Et il n'y a pas de Huawei européen. Donc ça fait beaucoup, si vous voulez. Et donc là, c'est vraiment entre nos mains. C'est-à-dire que soit on décide d'être une puissance. Si vous n'êtes pas une puissance technologique, vous n'êtes pas une puissance économique. Si vous n'êtes pas une puissance économique, vous n'êtes pas une puissance géopolitique. Et donc, vous vous faites piquer des contrats, bêtement, dans le Pacifique, par ceux qui ont une puissance technologique et économique. Donc, voilà. ça part de là, quand même. Et donc, il faut absolument qu'on se ressaisisse au niveau européen et qu'on regarde ce que font les Chinois avec le plan quinquennal, qu'on regarde ce que font les Américains pour que notre ambition... Au lieu de on critique les GAFA tout le temps, c'est très bien. Et évidemment qu'il y a plein d'abus commis par les GAFA et qu'il faut réguler. Je suis 1000 fois d'accord avec ça. Mais simplement, le vrai sujet, c'est quand même nous d'avoir ce type d'entreprise. Voilà. Et ça, je pense que vraiment, je ne veux pas faire de mauvais esprit. Hein. Le débat présidentiel en France, il a ses charmes, etc. Mais je déconseille quand même qu'on reste 6 mois sur les prénoms. Je pense que c'est dommage. non, mais vraiment, je pense que c'est dommage. On peut le dire comme ça. Mais je dis ça, ça n'est pas du mauvais esprit. Hein. Il y a des gens que ça intéresse. Mais il y a des gens que ça intéresse, c'est très bien et qu'on en parle un peu. Mais je pense que notre avenir, quand même, c'est plus de se demander pourquoi... allez, je vais le dire autrement. Pourquoi Stéphane Bancel m'a expliqué l'autre jour que s'il avait fait Moderna en Europe, il y aurait Moderna, mais ce serait tout petit, il n'aurait pas trouvé de vaccin. Voilà. Voilà, c'est ça le sujet. Et là, on a un problème. Et le deuxième problème, c'est que tout ça se fait quand même un peu de temps. Vous avez l'air de dire qu'il faut le faire très très vite, mais ça se fait pas. Oui, mais on peut. Ça se fait justement, pas comme ça, plus c'est long, plus c'est urgent. Oui. Bien, Didier Denuy, encore un dernier mot sur cette première partie de nos échanges où on va... Non, et j'apprécie le franc-parler de Nicolas Bozou qui nous explique d'une façon très simple les choses, et ça c'est important. Je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde. On verra tout à l'heure sur la table ronde, effectivement, l'innovation. On va le voir tout de suite, en vous remerciant beaucoup tous les deux. Merci. Vous demandant juste de quitter vraiment la scène quelques minutes.